Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, la République démocratique du Congo, où après avoir sanctionné l'armée rwandaise en raison de son soutien aux rebelles de l'AFC M23, Washington frappe l'ancien président congolais Joseph Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019. La correspondance à Kinshasa en début d'édition. Au Mali, après Kidal, le FLA s'est emparé du camp de Tessalit, abandonné par les paramilitaires russes de l'Africa Corp et l'armée malienne. Dans le même temps, les FAMA ont réussi à faire entrer des kilomètres de convois de carburant à Bamako. Enfin, on vous emmènera à Abidjan où se tient cette semaine la 18e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Une vingtaine d'artistes vont se produire sur cette scène ivoirienne devant près de 100 000 personnes. On retrouvera notre envoyé spécial Fatima Tawan. Et on ouvre cette édition en République démocratique du Congo. On a appris jeudi les sanctions des États-Unis à l'encontre de Joseph Kabila. Il est accusé par Washington de semer l'instabilité dans son pays en soutenant le groupe armé AFC M23. En septembre 2025, l'ancien président congolais avait été condamné à mort par contumace dans son pays pour complicité justement avec le M23. Les explications d'Aurélie Bazaraki-Bangoula à Kinshasa. Washington estime que Joseph Kabila a l'intention de déstabiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo en soutenant les rebelles de l'AFC M23. Le Trésor américain évoque un soutien financier, mais aussi des encouragements de Joseph Kabila aux troupes de l'armée congolaise à faire défaction pour rejoindre la rébellion. Alors pour sa famille politique, ces sanctions sont, je cite, fondées sur des accusations sans preuve et politiquement motivées. Le PPRD rappelle que Washington et Kinshasa ont signé un partenariat économique qui prévoit un accès préférentiel aux projets miniers pour les entreprises américaines. Le gouvernement américain est en train de chercher les richesses du pays. Il est en pourparlers avec le gouvernement congolais. Tout aujourd'hui est boutiqué à leur niveau. Ils veulent faire plaisir au gouvernement congolais qui a tout donné à l'administration américaine, mais nous posons des questions. Est-ce que réellement ces sanctions sont de nature à contribuer à la paix recherchée par les Congolais aujourd'hui? Tous les opposants, toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo cherchent la paix. Et on a estimé que la paix ne viendra pas par la force, la paix ne viendra que par les dialogues, un dialogue sincère. En septembre 2025, la justice congolaise avait condamné à mort Joseph Kabila pour complicité avec l'AFC M23. Dans un communiqué, le gouvernement salue les sanctions américaines contre l'ancien président et évoque, je cite, des mesures dissuasives contre les complices de l'instabilité dans le pays. Autre titre de ce journal, le Mali, on en apprend ce vendredi l'abandon du camp de Tessalit par les paramilitaires russes de l'Africa Corp, un camp aussitôt investi par le FLA, mais dans le même temps, un convoi de plusieurs dizaines de kilomètres de carburant escorté par les FAMA a pu entrer à Bamako. Une bonne nouvelle dans cette période extrêmement compliquée pour le pays. On fait le point avec notre correspondant régional Serge Daniel. L'armée malienne, mais également les mercenaires russes ont été obligés de quitter le camp de Tessalit et tout ça a commencé le matin. Ils ont rangé leurs affaires et puis un convoi de plusieurs véhicules a quitté le camp de Tessalit et ils étaient escortés par un hélicoptère de combat et ils sont donc quittés ce camp-là. Il n'y a pas eu de combat. Après leur départ, les combattants du Front de libération de l'Azawad sont arrivés dans le camp. Je disais qu'il n'y avait pas eu de combat, donc ils ont pris possession du camp. Ils ont hissé leur drapeau sur le camp et puis ils ont pillé le camp, ils ont pris de l'armement. Il faut dire que le Tessalit est une localité stratégique parce qu'à Tessalit, il y a une piste d'atterrissage pour gros porteurs. La bonne nouvelle, c'est que l'armée malienne a pu quand même faire venir, malgré l'embargo, a pu faire venir à Bamako de très nombreux camions-citernes transportant du carburant. Vous savez que le Mali est un pays continental, donc le carburant vient des pays voisins. Mais en revanche, pour rentrer à Bamako, il y a 6 axes routiers importants autour de Bamako. Il y a 2 axes qui sont plutôt contrôlé, je dirais, par les djihadistes, en tout cas où la fréquentation n'est pas, c'est très fluide.
parce que des dizaines de camions sont bloqués à des frontières, ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas venir au Mali parce que, justement, à cause de ce blocus cette fois-ci sur le carburant d'abord, mais également, pas sur le carburant, pardon, mais sur les vivres et les personnes, sur les biens et les personnes, ça c'est très important. L'autre chose, c'est que sur le terrain maintenant, il y a une espèce d'accalmie. À Kati, c'est calme, près de Bamako, mais si vous allez par exemple dans la région de Tombouctou, on sent une tension entre l'armée et les forces rebelles. Un peu plus au centre, c'est exactement la même chose, même si pour le moment, il n'y a pas de combat, il y a une tension sur le terrain, ce qui fait dire aux gens qu'il y a un calme précaire qui règne. Et on s'arrête au Tchad où la célébration du 8e anniversaire du parti Les Transformateurs de Succès Masra a viré au drame. Ce mercredi, alors que plusieurs centaines de militants s'étaient rassemblés aux abords du siège à N'Djamena, des tirs ont éclaté. Un mort et plusieurs blessés graves sont à déplorer. Une attaque ciblée, selon le parti Ghislaine Anataroum à N'Djamena. Au lendemain de la célébration du 8e anniversaire du parti Les Transformateurs, l'organisation affirme qu'une attaque armée a visé l'un de ses responsables. Selon le parti, des hommes en civil, armés et circulant à bord de véhicules aux vitres teintées, ont ouvert le feu sur son intendant, Dieu-Voulant Namasngar, avant de l'emporter de force. Les assaillants ont ensuite tiré sur des militants qui se trouvaient à quelques mètres du siège, devant le café des Transformateurs. Le bilan fait état de 7 blessés graves, dont un a succombé suite à ses blessures quelques heures plus tard. Pendant tout le meeting, il y avait des colonnes de la police qui passaient, qui patrouillaient autour et qui semblaient plutôt être tranquilles, apaisées, qui ne nous inquiétaient pas et qui n'étaient pas inquiètes non plus, compte tenu de l'ordre et de la discipline qui régnait. Et ces gens, de toute évidence, étaient hors de cause de ce qui s'est passé après le meeting. Donc, il s'agit d'individus non identifiés pour nous, des civils de surcroît, dans des voitures banalisées, qui ont essayé d'enlever un de nos militants et qui ont fini par lui tirer dessus. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité publique évoque plutôt une altercation entre des militants et des agents des forces de défense et de sécurité en patrouille. Les autorités indiquent que les agents impliqués dans les tirs ont été interpellés et qu'une enquête est en cours sans plus de précision. Une célébration marquée par la violence organisée cette année en l'absence du leader des Transformateurs Succès Masra, toujours en détention, condamné à 20 ans de prison ferme en août 2025. En Tunisie, la centrale syndicale l'UGTT a fait son rassemblement annuel du 1er mai pour marquer sa présence dans le paysage politique tunisien. C'est la première déclaration publique du nouveau secrétaire général Salah Eddine Selmi depuis son élection fin mars, alors que le dialogue social avec le gouvernement est toujours rompu. On l'écoute au micro de notre correspondante Lilia Blaise. Regardez la hausse des prix, regardez l'inflation. On n'estime pas l'inflation avec des chiffres comme 5,1 ou 5,3%. L'inflation, le citoyen la ressent quand il va faire ses courses au marché, quand il compare ce qu'il pouvait acheter avec 20 dinars il y a 2 ans et ce qu'il peut faire avec maintenant. On doit prendre en compte cette situation et considérer le pouvoir d'achat du citoyen qui n'arrive plus à s'acheter un kilo de viande. Vous allez voir avec l'achat du mouton de l'Aïd qui arrive bientôt. Les prix sont devenus très élevés. Les tomates dépassent les 4 dinars, voire les 5 dinars le kilo. Pareil pour les pommes de terre. Un citoyen aujourd'hui n'arrive plus à faire ses courses convenablement et nourrir ses enfants. Donc moi, je pense que c'est important que l'on fasse encore entendre nos voix via le syndicat. Allez, on prend la direction d'Abidjan pour le lancement du FEMUA, l'un des événements culturels les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Une vingtaine d'artistes internationaux et locaux vont se produire sur cette scène ivoirienne devant près de 100 000 personnes pour une série de concerts gratuits et ouverts à tous. Fatima Tawa, notre envoyée spéciale à Abidjan.
Alors cette 18e édition, j'imagine qu'elle le porte en son nom, c'est évidemment l'édition de la maturité et vous verrez que ce n'est pas une facilité de langage car ici il y a, on le voit hein, dans la sécurité, dans la technique, même dans les installations, il y a une tribune présidentielle vraiment, enfin VIP mais alors vraiment extrêmement solide parce qu'effectivement on attend près de 100 000 personnes sur les 3 jours de concert ici à Anoumabo, l'ancien fief, alors c'est à Marcory, c'est pas loin, mais c'est vraiment le fief des Magic System. Et ils ont à cœur de donner au public ivoirien depuis près de 18 ans là, cette année, le meilleur de tout ce qui se fait dans la musique africaine et internationale. Alors, il y a aussi d'autres nouveautés. Cette année, il y a un comédie club dont on a parlé en début de semaine dans le JTA. Il y a aussi une thématique, comme chaque année, une thématique particulière, un peu sociale, parce que ce festival, il est à la fois social et musical. Et le festival, cette année, s'est donné pour thème l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Est-ce une opportunité ou une menace? Une vraie question pour ceux qui luttent pour sauver, si on veut, les droits d'auteur des artistes. Et on sait que Assalfo, Salif Traoré, est extrêmement mobilisé sur cette question. Il y a aussi un pays invité, comme chaque année. Et le pays invité cette année, c'est le Gabon, le pays d'Afrique centrale, qui ressemble par bien des égards hein, à la Côte d'Ivoire, à travers les masques, à travers les danses, la culture. Ils ont énormément de points communs, notamment en termes d'ethnie, vraiment de vrais rapprochements. Et pour le représenter le Gabon cette année, il y a l'oiseau rare. C'est un homme assez particulier, un jeune homme qui a fait de la prison, qui a été braqueur, qui s'est repenti, qui maintenant est un chanteur, qui a gagné de nombreux prix cette année. Et parmi les artistes présents, FEMUA, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, qui s'est exprimée sur la période difficile que vit son pays, au micro de nos envoyés spéciaux. Écoutez. Moi, j'ai eu des larmes, que je me suis exposée sur les réseaux sociaux avec mes larmes pour exprimer ma douleur. Nous, on est sur la scène pour défendre la paix. Je rêve et je prie le Seigneur que la paix revienne dans mon pays, mon cher pays que j'aime tant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.